Donc, nous sommes maintenant rendus au module 5, soit le dépôt et le partage des données de recherche. Donc, une fois qu'on a terminé le projet, qu'on a géré nos données actives, on a terminé le projet, on a peut-être publié dans une revue savante, on peut décider de partager et de diffuser nos données de recherche. À quoi ça sert? Bien, tout d'abord, les avantages, c'est vraiment que ça augmente notre visibilité en tant que chercheur, hein, on fait connaître nos données, mais aussi pour la science, bien, ça permet d'éviter que les autres chercheurs répètent les travaux qu'on a déjà faits. Et d'un autre côté, ça permet aussi qu'on puisse reproduire les données pour voir une évolution, par exemple, ou pour valider la recherche qu'on a faite. Donc, partager les données de recherche, c'est vraiment quelque chose d'encouragé dans la mesure du possible. Donc, si on veut partager nos données de recherche, ça se fait à travers des dépôts. Donc, on va venir déposer nos jeux de données. Et pour ça, il existe 3 types de dépôts de données. Le premier étant le dépôt spécialisé ou disciplinaire. Ces dépôts-là sont vraiment orientés dans une discipline en particulier ou une thématique ou un sujet de recherche en particulier. On prend comme exemple, ici, on a Pangea, GenBank, Polar Data Catalog, mais il y en existe vraiment plusieurs. Si on prend comme exemple Pangea, c'est un dépôt de données en environnement et en sciences de la Terre. Donc, si on est dans cette discipline-là et qu'on veut rejoindre les chercheurs de notre discipline, on peut utiliser ce genre de dépôt-là pour partager nos données. Le deuxième type de dépôt qui existe, ce sont les dépôts généralistes ou multidisciplinaires. En fait, ce sont des dépôts qui ne sont pas associés particulièrement à une discipline ou une thématique, mais qui accueillent des données de n'importe quelle discipline. Donc, on a comme exemple Zenodo, le DFDR qui est canadien, ou l'OSF, donc le Open Science Framework. Le troisième type de dépôt, c'est un dépôt institutionnel, c'est-à-dire qui est géré par l'université. Ici, le dépôt qu'on a, c'est une collection, en fait, dans le dépôt Borealis. Donc, c'est un dépôt, la collection de l'UQTR de Borealis, c'est vraiment géré par l'UQTR. Donc, c'est institutionnel, mais c'est aussi multidisciplinaire. Ça veut dire qu'on accueille des données de n'importe quelle discipline. Donc voilà, parmi tous ces dépôts-là, il faut choisir des dépôts qui sont les plus fiables possibles, des dépôts dans lesquels on peut publier en tant que chercheur d'une université québécoise. Et si vous voulez vraiment explorer un peu plus de dépôts, il existe le répertoire qui s'appelle re3data.org qui permet d'aller naviguer là, puis de trouver des dépôts. Mais il y a vraiment beaucoup de dépôts là-dedans. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de consulter votre bibliothécaire disciplinaire pour regarder qu'est-ce qui serait le meilleur dépôt pour vous. Donc, quel dépôt on choisit parmi tous ces dépôts-là? En fait, on va y aller selon un ordre de priorité. Si vous avez été subventionné par un organisme subventionnaire ou si vous avez publié dans une revue savante dont l'éditeur vous demande, exige que vous publiez vos données dans un dépôt en particulier, il faut vraiment aller vers les exigences des organismes subventionnaires ou des éditeurs qui vous ont été imposées. Si vous n'avez pas nécessairement d'exigences qui viennent de ce côté-là, vous pouvez choisir de déposer dans un dépôt spécialisé. Pourquoi? En fait, bien, vous allez simplement rejoindre les chercheurs les plus à même de réutiliser vos données ou les plus à même de s'intéresser à vos données, puisque le dépôt est circonscrit dans votre discipline ou votre sujet de recherche. Donc, ça rejoint un peu plus les personnes les plus susceptibles de s'intéresser à votre projet. Troisième option, c'est de choisir un dépôt institutionnel ou généraliste comme Borealis. Donc, Borealis fait très bien le travail il est vraiment certifié pour autant l'archivage à long terme ou l'accompagnement aussi qu'on peut vous offrir et les principes faits aussi. Donc, un dépôt comme Borealis peut faire le travail aussi. L'important, c'est vraiment de choisir un seul dépôt. Pourquoi? C'est tout simplement parce que quand vous déposez votre jeu de données, normalement, si vous choisissez un dépôt assez performant, le dépôt va générer un DOI. Donc, un DOI, c'est quoi? C'est un identifiant unique qui est accolé à votre jeu de données. Donc, si vous déposez votre jeu de données dans plusieurs
dépôts différents, vous allez avoir 3 ou 4 DOI, ce qui ne sert à rien et ce qui est complètement inutile. Donc, choisissez un seul dépôt qui est fiable et reconnu et qui est de qualité pour que ça génère un seul DOI. Donc, un DOI, c'est vraiment un identifiant unique. Donc, vous devez en avoir seulement un. Et ce que vous allez pouvoir faire ensuite de ça, si vous publiez, par exemple, dans une revue scientifique, vous pourriez utiliser, mentionner, citer votre DOI pour faire un lien vers vos données de recherche qui auront été déposées dans un dépôt de données. Donc, si vous ne savez toujours pas quel dépôt choisir parmi tous les dépôts qui existent, on vous suggère une liste de critères à évaluer pour mieux choisir les dépôts. À titre d'exemple, on peut se baser sur la réputation du dépôt. Donc, est-ce que dans votre milieu, dans votre discipline, il y a un nom d'un dépôt qui circule, qui est assez utilisé dans votre domaine et qui est reconnu? Est-ce qu'il y a des coûts engendrés par ce dépôt-là? Est-ce qu'il y a un espace de stockage suffisant pour le jeu de données que vous voulez déposer ou c'est limité à quelques gigs et vous avez besoin de plus, par exemple? Essayez de réfléchir aussi, est-ce que vous tenez à ce qu'il y ait, par exemple, des métadonnées en français et en anglais? À ce moment-là, est-ce que le dépôt permet d'avoir des métadonnées dans différentes langues? Vous pouvez aussi réfléchir ou choisir un dépôt en fonction du fait que, justement, le dépôt va attribuer un DOI pour permettre faciliter le repérage de votre jeu de données. Il y a plein de critères comme ça que vous pouvez tenir en compte. Une certification qui est intéressante, c'est la certification FAIR ou si vous voyez Core Trust Seal, le petit logo dans un dépôt que vous avez trouvé, c'est quand même très intéressant comme certification. Donc, ça prouve que le dépôt est fiable et reconnu et qu'il répond à certains critères de base. Maintenant, qu'en est-il si vous avez des données sensibles? Qu'en est-il du dépôt? Est-ce qu'on dépose tout? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On revient toujours à la notion de aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire, c'est-à-dire qu'on encourage le partage des données de recherche, mais jusqu'à une certaine limite là, pour pas permettre aux données sensibles d'être publiques. Donc, qu'est-ce qui définit une donnée sensible? En fait, c'est des données qui peuvent avoir certains enjeux éthiques. Par exemple, la confidentialité des données. Donc, on veut que les données ne puissent pas permettre d'identifier l'identité du répondant. Donc, pour ce faire, en fait, il faut avoir un formulaire de consentement qui est conséquent à ce qu'on va faire avec les données. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut respecter le formulaire de consentement qu'on a donné à nos participants. Donc, ces données personnelles-là, idéalement, on essaie de anonymiser les données, donc de collecter les données de façon anonyme, mais aussi si on a des informations qui pourraient éventuellement être identificatoires, on essaie de les enlever, de les retirer si ça ne nuit pas à notre étude, évidemment. Et dans le cadre d'un partage de données, c'est ça, il faut les enlever. Il faut faire attention aussi au croisement de données, c'est-à-dire que toute seule, une information peut ne pas sembler identificatoire ou peut ne pas sembler très risqué, disons, pour l'identification. Mais quand on croise des données, donc quand on a une ou deux ou trois données et qu'on finit par les croiser, par exemple, une femme, un lieu de résidence X et un âge, si on mélange ces trois données-là, ça devient plus risqué pour pouvoir identifier la personne. Donc, on essaie d'éviter ça justement en éliminant tout ce qui pourrait être identificatoire dans le cadre du partage des données, évidemment. Et justement, dans le cadre du partage des données, il faut comprendre que c'est vous qui décidez quel type de données vous voulez rendre accessible ou non. Donc, c'est possible, par exemple, de se dire, moi, je vais seulement partager sur Borealis, par exemple. Je vais seulement partager les données anonymisées, finales, donc qui auront aucune information personnelle à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire ça, évidemment, si vous l'avez mentionné dans votre formulaire de consentement.
Mais bref, tout ça pour dire qu'il est possible de décider quel type de données on veut rendre disponible ou non. Dans la catégorie des données sensibles, il y a aussi les données qui ont certains enjeux juridiques. Donc, selon le projet, selon la nature du projet, il peut y avoir des enjeux juridiques. Il peut y avoir certains enjeux de propriété intellectuelle aussi. Si vous prenez des données de tierces parties, vous n'avez pas nécessairement le droit de les republier, de les repartager. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, il existe des données qui vont être obtenues sous un contrat, donc dans des enjeux commerciaux, par exemple, des données qui vont servir à l'obtention d'un brevet, par exemple. Il faut faire attention à ce genre de données-là. On ne peut pas les partager comme bon nous semble, donc il faut faire attention si on a des données de ce type-là. Si vous êtes encore hésitant à savoir si vos données sont partageables ou non, il existe quelques ressources qui vont vous permettre justement de déterminer le niveau de risque du partage des données. Donc, quels moyens vous pouvez entreprendre pour essayer de diminuer ce risque-là. Donc, il existe la matrice de risque liée aux données de recherche avec les êtres humains, un arbre décisionnel pour le partage des données avec les êtres humains et un outil d'aide à la décision sur le partage des données. Donc, l'idée, c'est vraiment de minimiser les risques d'identification, par exemple, si vous voulez partager des données dans le cadre d'un projet, par exemple, avec des êtres humains. Donc, maintenant que vous avez choisi, par exemple, de déposer vos données dans un dépôt de données, il ne faut pas oublier d'attribuer une licence à ces données-là. Il existe plusieurs licences que vous pouvez choisir. Vous pouvez en faire sur mesure. Vous pouvez attribuer des licences qui existent déjà, qui sont déjà dans des normes assez claires, mais vous pouvez un peu choisir ce que vous voulez. Les licences vont servir vraiment à déterminer dans quelles conditions vous voulez que la réutilisation de vos données soit faite. Pour ne nommer que quelques-unes des licences qui existent, la plus commune, c'est vraiment dans le mouvement de la science ouverte, la plus commune, c'est vraiment les licences Creative Commons, donc les licences CC. Il y en existe plusieurs, donc qui se déclinent selon les conditions qu'on veut ajouter ou enlever par rapport à l'utilisation de nos données. Je vous donne un exemple. Il existe le CC0, donc Creative Commons 0. Cette licence-là, en fait, est totalement ouverte. Ça veut dire que les gens peuvent faire de vos données un peu ce qu'ils veulent dans n'importe quelle circonstance. Ça peut être, par exemple, utiliser des données à des fins commerciales, à des fins éducatives, peu importe. Tout peut se faire. Et on a d'ailleurs des données factuelles, donc la température à l'extérieur, etc. Les données factuelles tombent nécessairement dans la licence CC0. La licence CC0, c'est un peu comme le domaine public, finalement. Donc ça, c'est un des exemples de licence. Un deuxième exemple que je peux donner, c'est la licence CC BY, donc BY. Ça, en fait, les gens peuvent modifier vos données, réutiliser vos données à différentes fins, peu importe les fins. Par contre, ils doivent absolument citer l'origine de la donnée, donc la source. Donc, vous citez, vous, avant de réutiliser ou au moment de réutiliser vos données. Donc, c'est un peu les différentes nuances qu'il peut y avoir. Il peut y en avoir d'autres aussi. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous pourrez vous renseigner avec les ressources supplémentaires dans la page web de la formation, si vous voulez en savoir plus sur les licences.